Dans la pénombre de notre appartement barcelonais, Héloïse se laissa tomber sur le lit. Le corps rompu par une journée interminable. Adèle, je t'en prie. Masse-moi le dos. C'est insupportable. Gémit elle. La voix brisée par la fatigue. Mais lorsque les doigts d'Adèle effleurèrent sa peau nue, un frisson électrique parcourut l'air, transformant un geste innocent en une révélation qui allait bouleverser nos vies. Héloïse avait toujours été une rêveuse. À 25 ans, elle avait quitté Paris pour Barcelone, attirée par le soleil méditerranéen et l'effervescence de la capitale catalane. Elle travaillait comme graphiste freelance, passant ses journées dans des cafés branchés du quartier de Gracia, où l'air embaumait le café et les conversations animées. C'est là qu'elle avait rencontré Adèle, une Française de 28 ans, professeure de littérature à l'université autonome. Adèle, avec ses cheveux blonds qui cascadaient comme des vagues dorées et ses yeux marrons pétillants d'intelligence, incarnait l'élégance parisienne transplantée en terre espagnole. Elle s'était croisée lors d'une exposition d'art contemporain, et en quelques semaines, elles avaient décidé de partager un appartement dans le Barry gothique, ce labyrinthe de ruelles pavées où l'histoire se mêlait à la modernité. Leur cohabitation avait commencé comme une amitié banale. Héloïse admirait la assurance d'Adèle, sa façon de débattre de Proust ou de Camus avec une passion qui illuminait la pièce. Adèle, de son côté, était fascinée par la créativité d'Héloïse. Ses croquis qui capturaient l'essence des rues barcelonaises. Elle passait des soirées à cuisiner des tapas improvisés, à rire des anecdotes de leur vie d'expatriés, et à partager des verres de vin rouge sur leur balcon surplombant la Plaça Royale. Mais sous cette surface harmonieuse couvait quelque chose de plus profond. Une tension palpable que ni l'une ni l'autre n'osait nommer. Ce soir-là, après une longue journée passée à retoucher des visuels pour un client exigeant, Héloïse rentra épuisée. Son dos la lancinait, conséquence d'heures penchées sur son ordinateur. Adèle était déjà là, plongée dans un roman de Marguerite Duras. Ses lunettes perchées sur le nez. Tu as l'air d'un fantôme, ma pauvre, dit Adèle en posant son livre. Héloïse s'effondra sur le canapé, gémissant. Masse-moi. S'il te plaît. Je te jure. C'est une torture. Adèle hésita un instant, mais acquiesça avec un sourire. Elle s'assit derrière Héloïse, qui releva son t-shirt pour exposer son dos nu. Les mains d'Adèle, douces et fermes, commencèrent à pétrir les muscles tendus. Au début, ce n'était que du soulagement physique. Mais progressivement, le toucher se fit plus intime. Les doigts d'Adèle glissaient avec une sensualité inattendue, traçant des cercles lents qui envoyaient des ondes de chaleur à travers le corps d'Héloïse. Celle-ci ferma les yeux, le cœur battant. C'est incroyable, murmura-t-elle, la voix rauque. Adèle s'arrêta brusquement, comme si elle venait de réaliser quelque chose. Héloïse, commença-t-elle, mais sa voix se brisa. Héloïse se tourna, leur visage à quelques centimètres. Dans ce moment suspendu, leurs regards se croisèrent, chargés d'une émotion brute. Sans un mot, Adèle se pencha et leurs lèvres se touchèrent. Ce fut un baiser timide d'abord, puis passionné, comme si toutes les barrières accumulées venaient de s'effondrer. Elles s'embrassèrent avec une urgence qui effaça le monde extérieur, leurs corps se pressant l'un contre l'autre dans la chaleur de l'appartement. Les jours suivants furent un tourbillon de découvertes. Elles explorèrent leur attirance avec une tendresse infinie.
se promenant main dans la main le long de la Rambla, s'embrassant sous les arches de la Sagrada Familia. Barcelone devint le décor de leur romance naissante, les marchés animés du Boqueria, les plages de la Barceloneta où elles se baignaient nues à l'aube, les soirées flamenco où leur corps se mouvait au rythme des guitares. Héloïse se sentait vivante comme jamais. Adèle lui ouvrait un monde de sensations qu'elle n'avait pas soupçonné. « Je n'ai jamais ressenti ça », confia Héloïse un soir, blottie contre Adèle. « Moi non plus », répondit Adèle. Mais une ombre passa dans ses yeux, imperceptible. Pourtant, des fissures commençaient à apparaître. Adèle recevait des appels mystérieux, s'isolant pour parler à voix basse. Héloïse, jalouse pour la première fois, se surprit à fouiller dans le téléphone d'Adèle un après-midi où celle-ci était sortie. Ce qu'elle découvrit la glaça, des messages d'une certaine Marie, une ex-petite amie restée à Paris, qui implorait Adèle de revenir. « Je t'aime encore. Ne fais pas ça. » Lisait un texto. Le cœur serré, Héloïse confronta Adèle ce soir-là. « Qui est Marie ?» demanda-t-elle. La voix tremblante. Adèle pâlit. « C'est du passé ? Héloïse. Elle ne compte plus. » Mais ses yeux évitaient ceux d'Héloïse. Et la confiance commença à s'effriter. Les disputes s'enchaînèrent. Petites au début, puis plus violentes. Adèle accusait Héloïse de paranoïa. Héloïse reprochait à Adèle son manque de transparence. Pourtant, entre les tempêtes, leurs moments d'intimité étaient d'une intensité bouleversante, comme si l'amour naissant luttait contre les ombres du doute. Un soir, après une querelle particulièrement âpre, elles firent l'amour avec une passion désespérée, comme pour exorciser les démons. Allongée nue sur le lit, Adèle murmura « Je ne veux pas te perdre. » Héloïse, les larmes aux yeux, répondit « Alors dis-moi la vérité. » Adèle hésita. Puis avoua, Marie était plus qu'une ex, elles avaient été fiancées. Et Adèle avait fui à Barcelone pour échapper à une relation toxique. Mais Marie persistait, envoyant des lettres, des appels. Je l'ai bloquée. Mais elle trouve toujours un moyen, expliqua Adèle. Héloïse, touchée par la vulnérabilité d'Adèle, la serra dans ses bras. Elles passèrent la nuit à parler, à se confier leurs peurs les plus profondes. Pour la première fois, Héloïse parla de son enfance solitaire à Paris, de parents absents qui l'avaient poussée à chercher l'amour ailleurs. Adèle évoqua sa propre famille conservatrice, qui n'accepterait jamais son orientation. Cette nuit-là, leur lien se renforça, tissé de confidences et de caresses. Mais le destin en décida autrement. Quelques semaines plus tard, Marie débarqua à Barcelone sans prévenir. Adèle, paniquée, la rencontra en secret dans un café du Raval. Héloïse, suspicieuse, les suivit et assista à la scène, Marie pleurant, Adèle la consolant, leurs mains entrelacées. Le cœur brisé, Héloïse rentra en larmes, se sentant trahie. La trahison frappa Héloïse comme un coup de poignard. Elle erra dans les rues de Barcelone toute la nuit, les larmes coulant sur ses joues tandis que la ville bruissait de vie autour d'elle. Les lumières des bars, les rires des touristes, tout lui semblait moquerie. Comment Adèle avait-elle pu lui mentir ? Cette image d'elles deux, mains jointes, hantait son esprit. À l'aube, elle rentra à l'appartement, trouva Adèle endormie, et décida de partir.
Elle boucla une valise en silence, laissant un mot: je ne peux pas supporter ça. Adieu. Adèle se réveilla en panique, lisant le billet froissé. Elle courut dans les rues, appelant Héloïse. Mais celle-ci avait disparu. Adèle contacta des amis communs, fouilla les cafés préférés d'Héloïse. En vain. La culpabilité la rongeait. Marie était repartie pour Paris après une confrontation où Adèle avait enfin mis les choses au clair: c'est fini entre nous. J'aime quelqu'un d'autre. Mais le mal était fait. Adèle se rappelait les moments avec Héloïse, leur promenade au parc Güell, où les mosaïques de Gaudí reflétaient leur amour coloré, les nuits passées à danser dans des clubs underground, leur corps fusionnant au rythme de la musique électronique. Héloïse, de son côté, s'était réfugiée chez une amie à Valence, à quelques heures de train. Là, au bord de la mer, elle tentait de guérir son cœur brisé. Les vagues de la Méditerranée lui rappelaient les caresses d'Adèle, et elle pleurait seule sur la plage. Elle repensait à leur première nuit, à la façon dont Adèle l'avait touchée, éveillant en elle un désir qu'elle n'avait jamais connu. Était-ce tout faux? Ou y avait-il une vérité derrière les mensonges? Les jours devinrent semaines. Adèle, rongée par le remords, plongea dans son travail. Mais chaque soir, elle relisait les messages d'Héloïse, écoutait des enregistrements de leurs rires. Elle décida d'écrire une lettre, une longue confession envoyée à l'adresse de l'amie à Valence. Ma chère Héloïse, je t'ai trahi par peur. Marie était un fantôme du passé. Mais toi, tu es mon présent, mon avenir. Reviens, s'il te plaît. Je t'aime. Héloïse reçut la lettre, la lut 100 fois. Les mots d'Adèle réveillaient des émotions contradictoires: colère, tristesse, mais aussi un amour persistant. Elle répondit par un appel. La voix froide: pourquoi devrais-je te croire? Adèle, en larmes, expliqua tout: la toxicité de sa relation avec Marie, sa fuite à Barcelone pour recommencer, et comment Héloïse avait illuminé sa vie. Je n'ai jamais aimé comme je t'aime toi. Touchée, Héloïse accepta de revenir pour une discussion. Elles se retrouvèrent sur la plage de la Barceloneta, là où elles avaient partagé leur premier secret. Le soleil se couchait, peignant l'horizon en orange. Adèle s'agenouilla presque, implorant le pardon. J'ai été lâche. Mais je jure que c'est toi que je choisis. Héloïse, les yeux emplis de larmes, la serra dans ses bras. Elles s'embrassèrent sous le regard indifférent des vagues, scellant une réconciliation fragile. Mais la paix fut de courte durée. La famille d'Adèle, apprenant la nouvelle via Marie qui avait tout révélé par vengeance, débarqua à Barcelone. Sa mère, une femme stricte et conservatrice, confronta Adèle: c'est une phase. Ma fille, reviens à Paris. Marie-toi comme il se doit. Adèle, déchirée, défendit son amour pour Héloïse. Mais les pressions familiales la minèrent. Héloïse, sentant le doute renaître, s'éloigna à nouveau, craignant une nouvelle trahison. Le conflit culmina lors d'une soirée orageuse. Adèle, après une dispute avec sa famille, courut chez Héloïse qui s'était installée temporairement dans un petit hôtel. Je les ai reniés pour toi, cria Adèle sous la pluie. Héloïse, trempée, ouvrit la porte, et elles tombèrent dans les bras l'une de l'autre. Cette nuit-là,
Leur amour se consuma avec une intensité renouvelée, comme si les épreuves l'avaient purifié. Pourtant, des ombres persistaient. Héloïse découvrit que Adèle avait omis de mentionner une dette financière liée à Marie, qui menaçait de les poursuivre. Cela raviva la méfiance. Combien de secrets encore, hurla Héloïse. Adèle, effondrée, jura que c'était le dernier. Elles décidèrent de consulter une thérapeute, une Française installée à Barcelone, pour reconstruire leur relation. Les séances révélèrent des blessures profondes, l'abandon chez Héloïse, la peur du rejet chez Adèle. Au fil des mois, leur amour s'approfondit. Elles voyagèrent ensemble en Andalousie, visitant Grenade et l'Alhambra, où les jardins parfumés symbolisaient leur renaissance. Héloïse exposa ses œuvres inspirées par Adèle, des tableaux abstraits capturant l'essence de leur passion. Adèle publia un article sur la littérature lesbienne, dédicaçant à Héloïse. Mais le destin frappa à nouveau. Marie, obsédée, envoya des lettres anonymes à l'employeur d'Adèle, menaçant de révéler des détails intimes. Adèle, paniquée, confronta Marie par téléphone, mais cela ne fit qu'empirer. Héloïse, soutenant Adèle, proposa de partir ensemble pour une nouvelle vie. La crise atteignit son paroxysme lors d'une confrontation directe. Marie arriva une seconde fois à Barcelone, déterminée à reconquérir Adèle. Elle les surprit lors d'un dîner romantique dans un restaurant du Port-Vel. « Adèle, tu ne peux pas me laisser comme ça !» cria Marie, les yeux fous de jalousie. Héloïse se leva. Furieuse, « Laisse-nous tranquilles. » Adèle, prise entre deux feux, choisit enfin, elle prit la main d'Héloïse et dit à Marie, « C'est fini. Pars. Et ne reviens pas. » Marie partit en larmes, mais pas sans avoir semé le chaos. Elle contacta la famille d'Adèle, qui coupa les ponts définitivement. Adèle, dévastée par la perte, s'effondra dans les bras d'Héloïse. « J'ai tout perdu pour toi, » murmura-t-elle. Héloïse, touchée au plus profond, répondit, « Non. Tu m'as gagné. Nous construirons notre famille. » Les mois suivants furent une période de guérison. Elles adoptèrent un chat errant qu'elles appelèrent Gaudi, symbole de leur nouvelle vie. Héloïse trouva un contrat stable dans une agence de design. Adèle se lança dans l'écriture d'un roman inspiré de leur histoire. Leurs soirées étaient remplies de tendresse, des bains partagés, des lectures à voix haute, des caresses qui effaçaient les cicatrices. Pourtant, le doute persistait chez Héloïse. Un soir, elle trouva un vieux journal d'Adèle, révélant des sentiments ambigus envers Marie. Blessée, elle accusa Adèle de duplicité. « Tu l'aimes encore ?» Adèle, en pleurs, expliqua, « C'était avant toi. Toi, tu es mon tout. » Elles passèrent la nuit à discuter, à se pardonner, renforçant leur lien par l'honnêteté. Leur amour évolua vers une profondeur humaniste. Elles s'engagèrent dans des associations LGBTQ à Barcelone, aidant d'autres couples à surmonter les préjugés. Héloïse organisa une exposition sur l'amour lesbien, avec des portraits d'Adèle comme muse. Adèle enseigna des cours sur la littérature queer, inspirant ses étudiants. Un voyage à Paris marqua un tournant. Elles affrontèrent la famille d'Adèle, qui, après une discussion émouvante, commença à accepter. La mère d'Adèle, les larmes aux yeux,
dit, si elle te rend heureuse. Alors je l'accepte. Ce pardon familial apporta une paix intérieure à Adèle. De retour à Barcelone, elles planifièrent leur avenir, un mariage civil sur la plage, entouré d'amis. Mais avant cela, une ultime épreuve, Adèle fut diagnostiquée avec une maladie bénigne, nécessitant une opération. Héloïse resta à ses côtés, veillant jour et nuit, prouvant son dévouement. Je ne te quitterai jamais, murmura Héloïse au chevet d'Adèle. La récupération fut lente, mais elle les unit davantage. Elles redécouvrirent le plaisir simple, des promenades au Montjuic, des pique-niques au Ciutadella. Leur intimité devint plus spirituelle, un mélange de passion et de complicité. Pourtant, une ombre plana, Marie réapparut via un email, s'excusant et demandant le pardon. Adèle, avec Héloïse, répondit ensemble, nous te pardonnons, mais reste loin. Ce geste de clémence libéra Adèle. À l'approche de leur anniversaire, Héloïse prépara une surprise, une escapade à Ibiza. Là, sous les étoiles, elles renouvelèrent leurs vœux informels. Tu es ma muse, mon amour, dit Héloïse. Adèle répondit, et toi, mon ancre. Leur histoire devint un témoignage de résilience. Elles inspirèrent d'autres, montrant que l'amour triomphe des trahisons avec empathie et communication. Le climax émotionnel survint lors de leur mariage. Sur la plage de Sitges, près de Barcelone, entourées d'amis et de la famille réconciliée d'Adèle, elles échangèrent des anneaux sous un ciel azur. Héloïse, radieuse dans une robe blanche fluide, murmura, pour toujours. Adèle, les yeux brillants, répondit, à travers tout. La cérémonie fut simple, imprégnée de poésie française et de flamenco espagnol, symbolisant leur fusion culturelle. Les années suivantes furent une ode à l'amour durable. Elles adoptèrent une petite fille via une agence, l'appelant Luna, en hommage à leur nuit barcelonaise. Héloïse devint une artiste reconnue, exposant à Paris et Madrid. Adèle publia son roman Les mains qui guérissent, inspiré de ce massage fatidique, qui devint un best-seller dans la communauté LGBTQ. Mais la vie n'était pas sans défi. Luna grandit, posant des questions sur leurs origines. Elles lui racontèrent leur histoire avec honnêteté, enseignant la tolérance. Adèle affronta une rechute de sa maladie. Mais Héloïse fut son pilier, rappelant leur force. Un jour, Marie réapparut, guérie de son obsession, pour s'excuser sincèrement. Elles l'accueillirent avec compassion, transformant une ennemie en amie distante. Ce geste humaniste scella leur maturité émotionnelle. Vieillissant ensemble, elles retournèrent souvent sur la plage de leur confrontation, se remémorant les tempêtes surmontées. Sans cette trahison, nous n'aurions pas grandi, dit Adèle un soir. Héloïse acquiesça, l'amour vrai naît des épreuves. Leur histoire, cassée ch'tine et romantique, devint une légende parmi leurs amis, comment un simple massage avait allumé une flamme qui, malgré les vents contraires, avait illuminé leur vie. Elles vécurent ainsi, dans la chaleur de Barcelone, un amour profond, humain, éternel.